ça me permet de faire la transition avec la frontière franco-italienne, puisqu'on va essayer d'aller à différentes frontières ce soir. Donc je me tourne vers vous, Amélie, pour nous parler peut-être de cette région où il existe aussi des violences policières, du harcèlement de la part des forces de l'ordre, et même plus généralement, on peut élargir ça aux militaires, aux membres de l'opération Sentinelle. On a eu un exemple tout récent avec Cédric Héroux. Puisque ces personnes pratiquent des contrôles d'identité, ce qui est illégal, elles ne sont pas autorisées à le faire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui se passe dans cette région de France sur les violences policières? Merci beaucoup déjà d'avoir invité la NAFE. Peut-être pour dire un petit mot sur la NAFE avant de démarrer sur le contexte à la frontière franco-italienne qui fait écho en fait à tout ce qui a été présenté dans la vidéo et tout ce que vous venez de partager. Effectivement, c'est un continuum de violence sur le parcours des personnes. Donc la NAFE, c'est une association qui est née il y a 35 ans des constats de pratiques d'enfermement illégal dans les aéroports et les ports, et qui a depuis n'a cessé de dénoncer donc, les conditions d'enfermement, les pratiques illégales et les violations des droits. Et donc depuis 2015, donc près de 9 ans également, on est aux côtés des acteurs et actrices locaux à la frontière franco-italienne et aussi à la frontière franco-espagnole pour constater et dénoncer les pratiques illégales et les violations des droits à ces frontières, puisque malheureusement on partage les mêmes constats aux différentes frontières. Effectivement, la violence à la frontière franco-italienne, elle prend plusieurs formes. Et je vais peut-être démarrer par la violence systémique et institutionnelle, qui naît notamment du contexte de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Donc, pour rappel, depuis 2015, donc depuis près de 9 ans, la France, donc l'État français a rétabli les contrôles aux frontières intérieures donc de l'espace Schengen, concrètement la frontière franco-italienne, la frontière franco-espagnole, pour ne citer qu'elle. On constate en fait que cette pratique-là, elle s'ancre en fait dans des politiques migratoires européennes et françaises racistes et discriminantes qui visent, et ça fait écho à ce que vous disiez, à trier, enfermer et refouler les personnes exilées, en faisant très souvent un amalgame dangereux entre la délinquance, voire le terrorisme, et l'immigration. Ce rétablissement des contrôles aux frontières intérieures depuis 9 ans, il est contraire au droit européen, puisqu'il est prévu par le Code frontière Schengen pour une durée de 6 mois, renouvelable 2 ans. Donc, comme vous pouvez le constater, on a largement dépassé le délai maximal. Et en parallèle donc, du rétablissement de ces contrôles, la France ne cesse de renforcer la présence des forces de l'ordre aux frontières. Et donc effectivement, la police aux frontières est présente, mais aussi les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle, les CRS, la douane, etc. Tant et si bien qu'en avril 2023, Elisabeth Borne avait annoncé la création d'une border force, avec concrètement ce qui s'est manifesté par l'envoi de nouvelles troupes, nouveaux effectifs à la frontière franco-italienne, toujours dans l'objectif de contrôler et refouler les personnes exilées. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes exilées peuvent soit les rencontrer, quand je dis les, c'est les forces de l'ordre, les rencontrer au niveau des gares ou carrément dans la montagne. Oui, alors pour peut-être se centrer sur le Briançonnais, donc c'est vrai qu'on intervient sur différentes frontières, mais concrètement dans le Briançonnais, effectivement, les personnes qui vont tenter de traverser la frontière et concrètement, elles y arrivent. En fait, nous, ce qu'on constate et ce qu'on dénonce, c'est que les personnes, elles sont contrôlées, elles sont refoulées 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, et puis elles finissent par arriver à Briançon. Mais effectivement, entre-temps, elles sont interpellées dans la montagne, emmenées au poste de la PAF de Montgenèvre, où elles vont faire l'objet de procédures expéditives. Et ça, c'est une autre forme de violence aussi, puisque
il y a un déni de demande de la protection internationale. Donc, les demandeurs d'asile sont systématiquement refoulés à la frontière franco-italienne. Un déni de prise en compte des déclarations de minorité, pas d'accès aux médecins, pas d'accès à un interprète. Donc en fait, les personnes ne comprennent même pas ce qui se passe, n'ont pas accès à un avocat, et puis en fait ne sont pas mises en mesure d'exercer leurs droits. Et tout ça conduit à des prises de risques en fait de plus en plus grandes pour les personnes qui vont en fait monter de plus en plus haut dans la montagne pour réussir à parvenir à Briançon. Un exemple que je voulais évoquer ce soir, l'été dernier, les associations ont été alertées de la situation d'un groupe de personnes qui a passé plus de 24 heures en haute montagne, sans eau, sans nourriture, sans batterie de téléphone, sans équipement adéquat. Et parmi ce groupe, il y avait deux femmes enceintes. Et quand ce groupe a enfin réussi à redescendre vers Briançon, les deux femmes enceintes ont été conduites à l'hôpital et malheureusement, l'une d'entre elles a perdu son bébé. Pourquoi je parle de cet exemple-là ? Parce que c'est un exemple qui est frappant et qui est fort, mais en fait, malheureusement, c'est le quotidien, en fait, ces situations-là à la frontière franco-italienne. Oui, en fait, c'est finalement les mêmes mécanismes, les mêmes formes d'errance qu'on peut retrouver pour les exilés qui restent en Méditerranée, effectivement, plusieurs jours. Là, c'est 24 heures en montagne, il faut imaginer ce que c'est pour celles et ceux qui ont déjà fait de la randonnée, le faire sans aucun équipement, sans avoir forcément de l'eau à manger, sans avoir de quoi se couvrir le soir quand ça se rafraîchit. Enfin, voilà, il faut imaginer vraiment la dangerosité de la situation pour ces personnes. Il y a un autre cas peut-être qu'on peut évoquer, assez emblématique finalement de ce harcèlement policier à cette frontière. C'est le cas de Blessing Matthew, cette jeune Nigériane qui avait été retrouvée morte, noyée dans la Durance, pas très loin de Briançon. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Oui, malheureusement, c'est la terrible illustration de ce qui se passe à la frontière franco-italienne et enfin en frontière intérieure terrestre. Blessing Matthew, c'est le premier cas, en fait, la première personne décédée qui a été suivie dans le Briançonnais. Donc c'était le 9 mai 2018 que son corps a été retrouvé en aval de Briançon dans la Durance. Pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette histoire, elle avait été aperçue pour la dernière fois 2 jours auparavant, alors que les gendarmes tentaient de l'interpeller ainsi que ses 2 compagnons. Et malheureusement, donc, ça a été le premier décès sur lequel les associations ont été alertées. Mais depuis, il y a eu 10 décès uniquement à cette frontière et 3 dans l'année 2023. Donc c'est des situations qui malheureusement perdurent et sont récurrentes. Alors il faut dire aussi que la sœur de Blessing et Hervé, l'un des compagnons qui accompagnait Blessing, qui donc, je le rappelle, avait été prise en chasse par les gendarmes au petit matin. Et c'est comme ça qu'elle s'est noyée en fait, qu'elle est tombée dans la Durance et qu'elle s'est noyée, en tout cas d'après le témoignage de Hervé, qui est réapparu il y a pas très longtemps. Et donc ils ont saisi la justice. Ils sont allés jusqu'à la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, pour tenter de rouvrir le dossier. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Peut-être une dernière question. On observe aussi à cette frontière, mais pas que, on y reviendra, une forme de criminalisation des aidants, des solidaires, donc de toutes celles et ceux qui s'impliquent pour tenter de venir en aide aux exilés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Oui, mais encore une fois, ça fait écho à ce qui a déjà été dit et malheureusement, on fait les mêmes constats sur les différents territoires. Je pense que c'est très pertinent qu'on fasse cette table ronde ce soir. Il y a une criminalisation des solidaires qui est réelle et qui est dénoncée par l'ANAFE et les différentes associations qui interviennent à la frontière, qui prend de multiples formes. Ça va des contrôles d'identité répétitifs. Donc nous, on organise des observations interassociatives en face du poste de la BAF de Montgenèvre, par exemple, ou dans les gares,
nos observateurs, ils ont quasi systématiquement, ils subissent des contrôles d'identité, des menaces. Là, récemment, il y a quelques mois, il y a plusieurs bénévoles qui ont été poussés à plusieurs reprises par les forces de l'ordre. Ça peut être des insultes, des propos racistes, des propos sexistes envers les militants, des amendes pour tout et n'importe quoi. Et puis, ça peut aller jusqu'à des poursuites pénales. Et le cas de l'interpellation de Cédric Héroux la semaine dernière en a encore été l'illustration très récente. Puis on pense aussi au procès des 7 de Briançon qui avait été largement médiatisé à l'époque.